Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Pascal Viau, je travaille effectivement pour le Paléo Festival en Suisse, qui est le plus grand festival open air du pays, euh, qui se déroule pendant 6 jours à Nyon, qui accueille à peu près 50 000 personnes par soir. Et on était donc censé en 2020 organiser la 45e édition de notre festival. Euh, alors bon, évidemment, c'est très frustrant et contrariant. On essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur et puis de se projeter sur 2021 en se disant que ce 45e anniversaire, on va le fêter quand même si c'est un peu reporté. Bon, on va y venir, évidemment. Il y a toute une série de questions qui se posent à nous en tant qu'organisateurs, qui se posent à l'ensemble des acteurs de la filière du spectacle et des festivals. Et on est comme les autres hein, là-dedans, même si on est une structure solide, avec beaucoup d'expérience, avec une gestion financière saine. On n'est pas à l'abri des difficultés que beaucoup rencontrent aujourd'hui. On est toujours dans l'incertitude pour savoir quel sera le montant des aides dont on va bénéficier du côté des autorités parce que euh, on a besoin, on va de toute façon faire un déficit assez important lié à des frais qui étaient engagés et puis qui ne sont pas récupérables. Donc voilà, on est dans une réflexion assez stratégique sur la continuité des activités, l'organisation du festival l'année prochaine, et puis peut-être à moyen ou long terme aussi, hein, des restructurations dans ce milieu-là. Il faut aussi que je dise que je ne fais pas que ça, je n'ai pas que cette activité pour le Paléo Festival, même si c'est mon activité principale, puisque je suis membre du bureau permanent qui travaille toute l'année. J'ai un taux d'activité de 80%. Pour ce qui concerne le reste de mes activités, j'ai un statut de chercheur associé à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où j'ai fait une thèse de doctorat qui portait sur la sécurisation des grands événements, des grandes manifestations. Et je continue à mener un certain nombre de recherches dans ce domaine avec mes collègues du laboratoire de sociologie urbaine. Et puis entre ce côté pratique avec le festival et le côté plus académique à l'université, j'ai souhaité créer un institut qui s'appelle ISHU, Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle, précisément pour créer un pont entre ces deux mondes, faire circuler les savoirs de différents types, et puis proposer des conférences, des rencontres, des formations aussi, dans ce domaine de la sécurité événementielle et gestion de foule, qui est un domaine que je pratique depuis de nombreuses années. Moi, j'ai commencé vraiment, voilà, j'étais tout petit et puis j'étais intéressé par le spectacle. Et quand on n'a pas de qualification ni d'expérience, en général, il y a des postes au nettoyage ou à la sécu. Moi, c'est tombé sur la sécu. J'ai commencé comme ça, comme agent de sécurité pour des concerts, pour des festivals. Et puis petit à petit, monter en expérience, monter en compétences, faire ce pont aussi avec une réflexion plus analytique, m'a permis aujourd'hui voilà, d'avoir une posture un peu d'expertise dans ce domaine-là, d'avoir des échanges fréquents et nombreux avec d'autres experts, que ce soit en France ou plus largement en Europe, et d'essayer de contribuer voilà, à l'amélioration des savoirs et l'amélioration des conditions de sécurité et d'accueil de nos publics lors des événements. Parfait, super, merci Pascal. Aujourd'hui, le titre de cette rencontre est quand et comment serons-nous en mesure de rouvrir nos salles de spectacle. J'espère que tu nous éclaireras sur ce sujet. Et en introduction, j'aimerais juste lire quelques lignes que tu m'as fait parvenir, qui va donner plus spécifiquement le cadre de cette rencontre, de façon à ce que chacun en perçoive bien le contour. Depuis février 2020, l'épidémie Covid-19 a frappé le secteur de la sécurité des événements comme aucune autre situation à risque dans le passé, avec pour conséquence l'interdiction de concerts, de festivals, d'événements et de tout type de rassemblements de masse dans toute l'Europe. Après le choc pour chacun d'entre nous, nous vivons aujourd'hui dans l'espoir que the show must go on, mais dans une situation aussi unique, avec une incertitude aussi grande pour l'avenir, compte tenu de la pandémie toujours assez active et des stratégies de déconfinement parfois hésitantes,
quand et comment pourrons-nous revenir à la normale? Quelle sera la nouvelle donne pour les salles de spectacle et les festivals? En tant que professionnel de l'événementiel, quelle vision de la gestion du risque pouvons-nous nous proposer afin d'éviter une réaction excessive et des mesures disproportionnées et inefficaces? À ça, je commencerai ma première question, Pascal, en disant voilà, Covid-19 versus nos métiers, et plus spécifiquement distanciation versus association, puisque nos métiers consistent à générer de l'association. C'est une idée totalement antinomique, à la fois professionnellement et à la fois sociologiquement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait? Comment tu perçois le sujet? Bon, alors là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, avec cette notion de distance euh, qui est en fait à la fois le concept clé de toute la situation qu'on est en train de vivre, hein, et pas seulement lié à l'événementiel. Comment repenser la question des distances dans les interactions entre les individus. Donc ça, c'est effectivement très, très sociologique, hein, et on voit qu'au travers de gestes du quotidien, nos habitudes sont perturbées. Hein. Se serrer la main, se faire la bise, être en proximité avec sa famille, ses amis, etc. C'est des choses qu'on ne questionne pas d'habitude et qui aujourd'hui sont au cœur de nos expériences quotidiennes. Il y a un autre élément par rapport à ça, c'est que il faut faire un peu la généalogie, voir en fait pourquoi on en vient aujourd'hui à focaliser toutes les discussions sur cette question de la distance. Et pour moi, cette discussion autour de la distance, en fait, elle est très conditionnée par un type de savoir sur le risque et le savoir médical et sanitaire. La distance entre les individus est la meilleure réponse, hein, pour limiter la propagation d'un virus. Ça, personne ne le conteste. Là où ça commence à poser problème, c'est comment on met en place les conditions pour que cette distance soit respectée. Et accessoirement, c'est la responsabilité de qui de faire en sorte que cette distance soit respectée. Je crois que je peux partager l'écran. Je voudrais juste vous montrer deux petites choses là. Deux schémas qui m'ont semblé assez éclairants. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran. On voit ton écran, peut-être le mettre en pleine page. Voilà, parfait. Alors, je vais juste revenir sur la question de la distance, mais avant ça, ce schéma qui a l'air complètement illisible, mais qui dit bien aussi la complexité dans laquelle on se trouve. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de la complexité. Sinon, on tourne autour finalement de micro-éléments de la situation, typiquement la distanciation, et pour lesquels on n'a pas de réponse parce que finalement, on voit les choses par le petit bout de la lorgnette. Ce schéma, il a été fait par un sociologue qui est un grand spécialiste de l'analyse des risques et notamment des alertes, qui s'appelle Francis Chateau-Renaud, qui travaille depuis longtemps là-dessus. Et je dois dire qu'il était assez visionnaire et aujourd'hui, sa lecture me semble vraiment intéressante. En gros, si on applique ce schéma à la situation du Covid, on a quoi? On a un milieu sous contrôle d'une entité. Alors, cette entité, c'est un virus, hein, c'est des modes de connaissance sur ce virus au niveau médical, des modes aussi de connaissance sur le traitement, la façon dont on va gérer les cas, etc. Donc on est dans quelque chose qui est balisé, hein, par un savoir scientifique et qui finalement est sous contrôle en termes de risque. Parce qu'il passe au travers, vous voyez, de cette logique de petits carrés, hein, ça ressemble un peu à une matrice de risque, on peut évaluer les critères, voire avoir des monitorings de la situation, comme le fait par exemple l'OMS. Il se trouve que là, s'agissant du Covid, dans le cadre de ce monitoring, on s'est rendu compte que ce virus avait une virulence particulière et qu'il se transmettait très vite, très rapidement, comme tous les virus accessoirement, hein, mais qu'il avait des manifestations, hein, des symptômes qui finalement nous mettaient en butée par rapport à nos capacités de traitement, de traitement médical, capacité hospitalière, etc. Donc, on est monté, hein, progressivement par paliers successifs jusqu'à un niveau où le risque était avéré, grave, jusqu'à nous amener à prendre des mesures du type confinement qu'on n'imagine absolument pas. Qui se doutait, même encore début mars, qu'on allait se retrouver à l'échelle mondiale dans un confinement de chacun chez soi? Ça semblait totalement irréaliste. C'était un truc pour les Chinois. Et on se disait, ça marche en Chine parce qu'ils sont tellement bridés
sans jeu de mots, mais tellement encaissé dans une logique un peu totalitaire politique que ça marche là-bas, mais dans une démocratie, ça ne marchera pas. Ben, voilà, on a bien été obligé de se rendre compte que ça marche. Et de cette saisie initiale du risque, on arrive aujourd'hui à un discours dominant et qui est très orienté par d'où vient finalement notre connaissance sur le risque. Et comme je l'ai dit, il vient du savoir médical, des épidémiologues et de toute la communauté scientifique. Donc ce discours dominant, il est repris tel quel pour donner un cadre légal et une vision politique. Donc ça explique pourquoi la distanciation, finalement, est une recommandation qui vient des autorités sanitaires et est reprise telle quelle de façon générale par un gouvernement, par une autorité publique qui dit, ben voilà, maintenant l'enjeu de santé publique passe par là, donc tout le monde doit s'y conformer. À côté de ça, on a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, qui est ce qu'il appelle les milieux hétérogènes en interaction. Ça veut dire que, en gros, la communauté scientifique n'est pas la seule qui est affectée par le virus. Et l'enjeu, il n'est pas seulement celui des médecins et des épidémiologues, il est celui de l'ensemble de la population et de tous les secteurs d'activité qui vont être concernés. Et là, si on considère le monde du spectacle, de l'événementiel, on se rend compte que ça ne matche pas, quoi. Que la logique stricto sensu médicale arrive à des blocages, arrive à des impossibilités. C'est pour ça que je parlais de mesures finalement alibi, parce que moi, ça m'a beaucoup fait penser tout ça dans totalement un autre secteur de risque, hein, mais de la situation post-2015 sur les attentats. D'un seul coup, on a un événement majeur qui fait que la saisie du risque n'est plus que orientée sur cette typologie-là. Et du coup, on ne met en place des mesures qui doivent être, voilà, le risque est spectaculaire, il faut que les mesures soient spectaculaires et elles ne se discutent pas. Voilà. Donc à partir du moment où on dit c'est ça la mesure, eh ben, tout le monde doit l'implémenter et on part du principe que, en gros, nul n'est censé ignorer la loi ni se défiler par rapport au cadre légal, donc tout le monde applique ça. Sauf que, en fait, personne n'est allé voir si opérationnellement c'était réaliste ça. Si cet objectif qui est toujours orienté vers un risque zéro, hein, on dit toujours le risque zéro n'existe pas, mais à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là, ce qu'on veut, c'est le risque zéro. Hein, on n'accepte pas que les dispositifs qu'on met en place en termes de prévention, il y ait des trous dans la raquette, quoi. Et pourtant, en réalité, c'est ça qui se passe. Donc il faut en fait arriver à produire un contre-discours qui se rapproche de ce discours dominant, qui arrive à dire, mais cette vision, le discours dominant, en fait, c'est une vision idéale, c'est un horizon auquel il faut tendre, vers lequel il faut tendre, mais le contre-discours doit être fort et doit aussi être capable de mettre en perspective, mettre en contexte et dire, voilà, entre ce monde idéal et la réalité de nos activités, il y a un entre-deux et il va falloir s'y coltiner, il va falloir le discuter, en débattre des modalités, quoi. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans avec la distanciation. Il faut qu'on arrive à traduire finalement ce concept directement tiré d'une analyse et d'une saisie médico-sanitaire du risque pour l'amener dans une saisie de gestion des risques pour l'événementiel, pour les spectacles. Voilà. On en est là aujourd'hui et tant qu'on n'aura pas accepté que finalement, c'est rigolo, cette distance, en fait, c'est cette distance entre ces deux mondes qu'il faut aussi arriver à… Il faut trouver la bonne mesure, quoi. La bonne distance. La bonne distance vis-à-vis des savoirs médicaux, la bonne distance vis-à-vis des réglementations et des décisions politiques. Parce qu'à la fin, et vous le savez tous, vous êtes des freelances, vous travaillez dans le domaine, à la fin, c'est sur vous, c'est sur nous que repose la responsabilité de traduire ça opérationnellement. Et on sait très bien que opérationnellement, on se débrouille. Opérationnellement, on est pragmatique. Et opérationnellement, on n'est pas parfait. Par contre, on fait tout ce qui est possible de faire, tout ce qui est en notre capacité, en notre pouvoir, pour faire du bon travail et tendre vers cet idéal. Mais tant qu'on n'a pas finalement fait le deuil de ce risque zéro et d'une saisie purement médicale du risque, on ne s'en sortira pas. Et on est aujourd'hui dans l'impasse par rapport à cette question de la distance sociale. Après, je pourrais développer un peu plus par rapport à d'autres questions, peut-être sur l'acceptabilité ou quel est finalement le niveau. Voilà, il y a des mesures qui sont applicables, il y a des mesures qui sont inapplicables, il y a des mesures qui sont compatibles avec nos activités, il y a des mesures qui ne sont pas compatibles avec nos activités. Et il faut arriver à partir de là à construire une méthodologie qui nous permette de trier tout ça et de définir une stratégie. D'accord.
Écoute, c'est intéressant. Il faut savoir, je ne sais pas si tu avais eu connaissance, que maintenant, l'organisation de nos événements, en tout cas sur la voie publique, sont soumis à l'autorité du préfet. Donc, de fait, à la perception d'un homme qui représente, un homme et ses services, hein, qui représente l'État, enfin, tu le sais très bien, on a eu l'occasion de le partager, mais qui aussi ramène ça à la perception d'une personne, en fait. C'est-à-dire qu'en imaginant, et je vais être très basique, sur un préfet qui est complètement psycho sur le sujet, on va se retrouver avec des contraintes extrêmement compliquées, extrêmement difficiles à mettre en œuvre, en tout cas tant sur la partie, et probablement pas, pardon, tant sur la partie professionnelle, mais surtout sur la partie publique. Et ça, la difficulté, elle est là, en tout cas, sur l'organisation d'événements côté public, en fait. Et voilà, je ne sais pas comment on va rapidement, en tout cas, pouvoir s'en sortir. Il y a des protocoles qui ont été acceptés dans nos métiers. Là, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera après. Mais voilà, quel est le devenir en fait de ces ouvertures au public en fait face à ça, face à du politique qui s'arc-boute sur à la fois des postures personnelles, des ressentis ou à la fois des décisions à l'échelle nationale. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a plusieurs niveaux en fait dans la discussion. Le premier problème, je dirais, il est systémique presque, hein. C'est l'organisation administrative et politique en France qui fait, comme tu l'as dit, reposer la décision sur une personne qui est le représentant de l'État. Donc c'est une vision très descendante, hein, donc, et finalement très verticale. Il y a en haut des politiques, des gouvernements qui savent qu'est-ce qui est bien pour la population, qu'est-ce qui est opportun de mettre en place comme mesure, et il y a en bas ceux qui doivent faire. Voilà. Et si ce n'est pas fait correctement, en gros, il y a réprimande ou il y a sanction. Et c'est très infantilisant en fait comme relation entre le pouvoir et la population. On avait eu, on avait eu le même cas sur la situation post-terroriste. Hein. Enfin, Absolument, oui. on se retrouve dans le même contexte en fait, hein. Exactement le Oui. même contexte. Donc c'est ce qui m'amène à dire que le problème, il n'est pas lié au type de risque ou au contexte de l'événementiel, mais il est global, hein, il est, comme je disais, systémique. Cette perception-là, cette vision, ce modèle, on voit bien qu'il atteint ses limites. Il atteint ses limites politiquement, on n'est pas dans un débat politique, mais on voit bien que la question de la représentation et la question de l'autorité de l'État, elle pose problème aujourd'hui. On est dans une vraie crise de ce point de vue-là. Et puis cette vision, elle pose problème aussi vraiment en lien avec les types de risques qu'on a à gérer aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, le terrorisme et le Covid, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que ces risques-là sont des risques, on va dire, non conventionnels, c'est-à-dire qu'ils étaient, bien sûr, on pouvait, dans notre inventaire des risques, on avait une petite ligne qui s'appelait attentat ou terrorisme, on avait une petite ligne qui s'appelait épidémie. Mais c'était tout en bas de la liste et ça faisait partie des risques négligeables en termes de probabilité, donc dont on ne va pas s'occuper. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête aussi. Tout processus de gestion des risques, on fait des tris, on fait des choix. Et on va se focaliser sur, voilà, dans l'événementiel, on a un temps à disposition et on a une deadline. Et dans ce temps à disposition, il faut faire le job. Et dans la gestion des risques liés à l'événementiel, c'est la même chose. On va faire des choix parce que, bien sûr, dans un monde idéal, toutes les lignes de l'inventaire du risque donneraient lieu à une analyse, à un traitement, etc., avec des moyens illimités, etc. On ne vit pas dans ce monde-là. On vit dans un monde où on a des ressources limitées en temps, on a des ressources limitées en finances, et il faut arbitrer, quoi. Donc, et le problème, c'est que quand ces risques non conventionnels nous pètent à la figure, c'est tout ça qui est brouillé. On n'avait pas de prise en considération, donc pas d'analyse sur ces risques-là. On est pris au dépourvu et on a besoin de réponses fortes, rapides, parce que c'est des risques qui sont perçus comme d'une intensité très forte. Donc, dès qu'on trouve ce qui nous apparaît être une solution, on va s'y raccrocher tellement fort, hein, parce qu'on ne veut pas lâcher. Ça nous rassure. Et en faisant ça, en fait, d'une part, on est probablement dans la surréaction, honnêtement, même si le rapport au risque est toujours médié par une perception, hein, mais objectivement, je pense qu'on est dans la surréaction. Et deuxièmement, on n'apprend pas. C'est-à-dire que les crises vont se succéder les unes après les autres et on va toujours être pris au dépourvu.
Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est finalement à gagner en résilience, gagner en méthode, en structure pour la gestion des risques pour nos événements, pour arriver à absorber plus facilement ces retournements de situation. Parce que là, c'est le Covid. Alors, OK, moi, il y a un truc, par exemple, que je trouve très intéressant en ce moment dans les débats. On veut former des référents Covid. Très bien. On va former des gens pour voilà, être les chevilles ouvrières de cette politique de prévention sanitaire. Mais ces référents Covid, s'ils n'ont pas une vision de l'ensemble du processus, de ce que c'est un événement, de l'avant, du pendant, de l'après, de la lecture de l'espace, de l'organisation des lieux, de la gestion de tout un tas d'autres risques, hein. Et on parle de terrorisme et Covid, on va se retrouver forcément dans des situations de tension où il va falloir faire des arbitrages. Euh, et pas seulement pour des raisons économiques, aussi pour des questions de logique, hein, dans ce processus et d'accueil du public. Donc si ce référent Covid n'a pas une vision à 360, à la fois sur les risques et sur le contexte de l'événementiel, on va en fait générer des inspecteurs des travaux finis, des gens qui vont être des scrutateurs de la bonne application de protocoles qui ont été faits un peu hors sol, hein, et on aura juste une approche en termes de sanctions pour ceux qui ne font pas quelque chose qui de toute façon n'est pas implémentable tel quel. Voilà. Donc, en fait, on se paye de mots. Donc, moi, je plaide beaucoup plus sur une approche globale des risques. Bien sûr que si on veut, on peut avoir des différents risques qui ont des niveaux d'intensité variables. Hein, je parle à des gens du spectacle, de la technique. Finalement, c'est des curseurs, tout ça. Hein. Et il se trouve que le réglage des curseurs, il bouge. Les risques ne sont pas stables et du coup, ils ne sont pas stables les uns par rapport aux autres. Mais à la fin, il faut arriver à délivrer un concept, un ensemble de mesures de sécurité qui trouve le meilleur réglage. Et ce réglage, il n'est pas décrété en fait. Il correspond à un savoir-faire qui est le vôtre, qui est le mien, qui est celui de gens qui ont l'habitude de mettre en place des dispositifs, de penser les risques pour l'événementiel. Donc il y a toute une méthode à trouver là-dedans, hein, évidemment. Mais je voudrais juste j'en parlais tout à l'heure, là, partager ça. Voilà, donc il y a une évaluation des mesures qui doit être faite pour les organisateurs de spectacles et puis avoir la même réflexion pour les spectateurs, pour les publics. Cette évaluation des mesures, elle va en gros correspondre à 3 critères. Ça va être le coût, hein, la compatibilité avec le modèle économique. Et on voit bien que la distanciation, si elle se traduit par un siège sur 2 dans toutes les salles, elle n'est pas compatible avec le modèle économique actuel. Donc ça veut dire qu'il faut repenser le modèle économique et ça prend un peu plus de temps qu'un décret ministériel. Deuxièmement, c'est l'efficacité attendue de ces mesures. Et là-dessus, on a très peu de recul. Qu'est-ce qui est efficace et dans quelles conditions d'implémentation on crée l'efficacité pour ces mesures? Et puis la troisième composante, c'est les contraintes pratiques et logistiques. Donc on peut imaginer un triangle un peu comme ça, hein, avec aux 3 pôles, le coût, l'efficacité, les contraintes. Et puis on va positionner nos mesures. Hein. Alors une mesure qui aura beaucoup d'efficacité, un coût faible et très peu de contraintes, bah, ça sera top. Hein. C'est celle-là qu'il faut mettre de base. Par contre, quand on commence à avoir des coûts plus substantiels avec une efficacité qui est variable, là, ça vaut la peine de se poser des questions. Et à la fin, on arrive finalement à une ligne de flottaison qui va faire la différence entre les mesures qui sont compatibles et celles qui ne le sont pas. Et ça ne sert à rien, si on parle de la distanciation, de s'arc-bouter là-dessus en disant s'il n'y a pas ça, c'est ça ou rien, sans faire cet exercice de voir ce qui est compatible ou incompatible et dans quelles conditions on peut rendre ça compatible. Pour les spectateurs, ça va être la même chose, hein, sauf que les critères, ça va être l'impact négatif sur l'expérience. Est-ce que les mesures qui me sont suggérées sont compatibles avec mes attentes en termes d'expérience ou dénaturent tellement cette expérience qu'elle ne m'intéresse plus? C'est l'adhésion à la mesure proposée, ça peut-être qu'on pourra y revenir, mais on ne se sortira pas de cette situation sans susciter l'adhésion des spectateurs. Et donc, pour qu'il y ait adhésion, il faut qu'il y ait cohérence. Et puis, l'adéquation au niveau perçu du risque. Est-ce que cette mesure me semble adéquate au niveau perçu du risque qui, on l'a vu, est fluctuant. Est fluctuant par rapport à la courbe épidémique et est fluctuant aussi par rapport à la psychologie de chacun. Aujourd'hui, il y a des gens qui se serrent la main, il y a des gens qui ne se serrent pas la main.
Il y a des gens à qui ça pose aucun problème d'être dans les transports en commun, il y en a d'autres qui évitent. Donc tout ça, ça crée finalement voilà, un schéma à trois entrées où, de nouveau, on va avoir une distinction entre des mesures qui sont acceptables ou des mesures qui sont dissuasives. Je pense que c'est intéressant voilà, de réfléchir alors, comme ça ou autrement, mais en tout cas de sortir de cette idée qu'il y a le règlement et en gros, le seul choix qu'on a, c'est de s'y conformer ou d'être hors des clous ou de rester chez soi. Est-ce que tu peux revenir justement sur le principe de l'adhésion de la mesure imposée, parce que on a eu un échange à ce sujet, justement entre les pouvoirs publics qui te disent du bout des lèvres, en tout cas c'est la spécificité pardon, en France, du bout des lèvres qu'il faut porter le masque, alors qu'on nous diffuse des messages en nous disant il faut porter le masque, et au final de savoir si le comportement de chacun est adapté ou pas, parce que maintenant tu te promènes dans la rue, le masque n'existe plus, la distanciation, je crois qu'elle se limite de plus en plus. Comment on peut en arriver à cette adhésion, en fait, justement sur le plan aussi sociologique? Ouais. Déjà, ceux qu'on voit dans la rue et qui ne respectent pas les distances, c'est ceux qui ont osé sortir de chez eux, c'est ceux qui ont appréhendé leur environnement direct et en ont tiré la conclusion que dans leur rapport au risque, la mesure de porter un masque n'était pas opportune. Donc, elle n'était pas adéquate au niveau perçu du risque. C'est un très bon exemple de ce que je viens d'expliquer. Mais ceux-là, on les voit. Ceux qui ne sortent pas de chez eux, ceux qui évitent les lieux avec des rassemblements de personnes, ceux-là, par définition, on ne les voit pas. Donc, il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt et qu'on ait une vision trop globale, en fait, de se dire bah, plus personne ne respecte rien. Non, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a des comportements extrêmes à la marge. D'un côté, ceux qui sont complètement insouciants et de l'autre, ceux qui sont peut-être super flippés. Mais globalement, et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, globalement, on se rend compte que dans un contexte où il y a des incertitudes sur les connaissances scientifiques, où, comme tu le disais, les mesures des politiques sont voilà, à géométrie variable. Un jour, il faut porter le masque, l'autre jour, il ne faut pas le porter, et réciproquement. Eh bien, la population, bon an, mal an, s'adapte, se crée sa ligne de conduite, ses repères par rapport au risque et décide en connaissance de cause. Je décide d'aller dehors dans la rue, je décide d'aller aujourd'hui au restaurant, je décide de porter mon masque ou pas, je décide de serrer la main. Donc, c'est une forme de responsabilisation de chacun. Et être dans l'idée que l'État peut contraindre tous les comportements parce que lui sait quoi faire, et que c'est ça la ligne unique, je pense que c'est se tromper et c'est finalement ne pas donner suffisamment de crédit à une population qui, malgré tout, est un peu le baromètre dans cette histoire. Ça veut dire quoi appliqué à nos environnements? Ça veut dire que en fait, les mesures qu'on va implémenter sur nos événements, il faut qu'on arrive à, je dirais pas imposer, je dirais pas même convaincre, c'est d'enrôler, de faire de ces publics, des spectateurs, d'en faire des acteurs de la prévention. Et sinon, on ne s'en sortira pas. On discutait tout à l'heure avec Laurent, ok, la mesure, la condition pour réouvrir les salles de spectacle, ça serait que les gens aient un masque tout le temps. Puisqu'on ne peut pas faire respecter la distance, il faut que les gens portent leur masque à tout endroit et en tout temps. Ok, ça c'est du principe, c'est du monde idéal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment atteindre cet objectif? C'est ça le vrai travail. Et donc, si la traduction de cette consigne, c'est de dire on va mettre des agents de sécurité dans tous les coins et dès qu'il y en a un qui enlève son masque, on le fout dehors, on n'aura rien réglé. Ce que je disais à Laurent, c'est la bonne question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi il ne va pas mettre son masque? Pourquoi il va l'enlever? Eh ben, il va l'enlever parce que cette mesure ne lui paraît pas cohérente par rapport à sa perception du risque, ne lui semble pas adéquate par rapport au contexte, donc il ne l'a pas intégré. Donc il va l'adopter parce qu'on l'oblige, mais dès que la surveillance se relâche, ben, la prévention, elle n'est plus là. Le comportement, il va diverger. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est transmettre, je disais être cohérent, transmettre une analyse claire sur la situation. Pourquoi en étant tous dans le même bateau, on pense que c'est une bonne idée de porter un masque.
et à quel moment c'est vraiment fondamental. Et que ça fasse sens pour les spectateurs, qui se disent oui, effectivement, ça, hein, il y a une logique entre le problème qu'on me décrit et la solution qu'on m'apporte. On ne me dit pas, tu n'as pas à réfléchir là-dessus, tu dois faire. On me dit, voilà, d'un côté, il y a ce qui est risqué et la façon dont on sait qu'on peut le traiter, et de l'autre, la mesure qu'on amène. Et c'est qu'en ayant cette logique d'adhésion et de proactivité, c'est-à-dire qu'on enrôle les publics dans cette démarche, qu'on y arrivera. On se rend compte qu'il y a énormément en fait, de contrôle social entre les gens. À partir du moment où la majorité est convaincue de cette logique et de cette cohérence, il y a de l'autorégulation. Il y a des gens qui se parlent, qui se côtoient. Et c'est d'autant plus fort dans des contextes de manifestations, événementiels, spectacles, que c'est pour ça que la distance est si difficile en fait, à faire respecter. C'est qu'il y a une perception d'une communauté. On fait partie d'un même groupe. Et donc ce même groupe, il a des règles, des références, des philosophies similaires. Et si on arrive à transmettre ces mesures comme faisant partie des règles du groupe, il y aura de l'autodiscipline, il y aura de l'autorégulation. Si on n'arrive pas, et si justement le groupe se soude contre cette mesure qui est perçue comme injuste, inutile et comme un excès de zèle, on n'y arrivera jamais. On pourra mettre autant d'agents de sécurité qu'on veut, ça ne marchera pas. Voilà. Donc il faut vraiment arriver à penser ça dans l'inclusion. Mais voilà. Je dirais l'autorité et le pouvoir public ont des messages à faire passer aussi dans ce sens, en fait. Je veux dire, quelque part, c'est bien beau de faire passer des petits effets d'annonce ou des petites annonces, porter le masque, distanciation. Encore une fois, si les gens, comme tu l'évoquais, ne se sont pas appropriés le problème et là où les solutions, on va tourner en rond pendant un moment, en fait. Et donc, nos spectacles ne reprendront pas. Notre métier aura beaucoup de difficultés à se relancer parce que les gens ne se seront pas appropriés cette logique et cette idée-là. C'est tout le problème. Alors moi, j'ai peut-être une vision un peu moins négative. Je pense qu'on va réouvrir les salles de spectacle. On va les réouvrir avec des protocoles qui seront validés dans un angle, on va dire, politico-sanitaire. On va avoir des critères voilà, la distance, l'organisation des flux. Voilà, je vous ai mis quelques exemples ici, le port du masque, etc. Par contre, on va avoir beaucoup de discussions sur l'implémentation. On va avoir beaucoup de discussions sur comment on fait. Enfin, voilà, vous connaissez tous des environnements, des salles de spectacle où, de fait, la configuration des lieux fait que respecter la distance, ce n'est pas possible. Donc là, il y a des arrangements et des compromis en pratique qui vont devoir être faits. Ma grande crainte, en fait, c'est le décalage qu'il y aura entre ces protocoles qui sont en train d'arriver avec des mesures standards, parce que c'est le but d'un protocole, mais c'est une boîte à outils. Et à partir de cette boîte à outils, il y a le savoir-faire de l'artisan, quoi. Et de faire en sorte que ce savoir-faire de l'artisan puisse être reconnu en tant que tel. J'aimerais que les préfets ne disent pas « vous ne respectez pas le protocole », mais j'aimerais qu'ils puissent dire « je reconnais votre compétence à tout faire pour vous inscrire dans l'esprit du protocole » et à implémenter, même quand ce n'est pas possible, des mesures en prenant, voilà, en ayant des éléments compensatoires qui font que, oui, on propose un environnement qui a les garanties, toutes les garanties possibles. Il n'y a pas de... faut sortir de cette logique de l'obligation de résultat. On ne peut pas faire reposer l'obligation de résultat sur les organisateurs. Donc c'est pour ça que c'est fondamental d'enrôler le public. C'est qu'à un moment donné, la responsabilité, elle se partage. Et chacun est responsable de son comportement et juge, voilà, je porte un masque, j'en porte pas, en fonction de ma responsabilité et ma vision de ce qui est adéquat. Donc, en termes de processus, comment faire? Moi, je pense qu'il faut en fait essayer de normaliser ce risque Covid en le faisant passer à la moulinette de choses qu'on sait déjà faire en termes de gestion des risques. Je vous ai mis là ce petit schéma de processus, définir les caractéristiques d'un projet. À partir de ces caractéristiques, de définir des critères de risque, d'évaluer quel est le niveau auquel on est exposé par rapport à ces risques,
de définir un plan de sécurité sanitaire qui soit adapté, qui tienne compte de ces caractéristiques. Évidemment, après, de former, de briefer les personnels, parce que ça va être important aussi, notamment les personnels qui sont au contact du public. Mettre en place ces mesures, faites du retour d'expérience, tout ça, vous pouvez le faire tourner sur quasiment tous les risques qu'on peut rencontrer dans un contexte événementiel. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place ce truc-là. Je l'avais traduit un peu autrement sur une méthode de traitement des risques. Euh, Identifier les mesures de prévention venant des experts de la santé, ça on en a parlé. Ce catalogue-là, on l'a. Le deuxième niveau, c'est d'évaluer leur pertinence dans le contexte événementiel et de formuler des recommandations. Ça, c'est cette fameuse traduction dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, vraiment un outil d'évaluation du risque, ça me semble fondamental. Le risque lié au Covid, il n'est pas le même en fonction de la configuration des lieux. Est-ce que c'est un théâtre à l'italienne, voilà, avec juste un hall d'entrée très, très serré? Est-ce que c'est le Stade de France? C'est pas le même usage, c'est pas les mêmes espaces à disposition. Il va varier en fonction des caractéristiques du public. Est-ce que c'est un concert d'André Rieu avec des plus de 65 ou est-ce que c'est des teenagers qui viennent écouter du hip-hop? Et donc, tout ça, on sait faire aussi, hein, définir des critères de profil du public et d'évaluer les risques en fonction de ça. Et donc, du coup, de mettre en cohérence les mesures avec le risque pour chaque spectacle. Pour moi, il va falloir faire du sur-mesure. Le standard ne marchera pas. Et il faut accepter qu'il y ait des événements dans des conditions d'utilisation de l'espace qui sont favorables, avec des publics qui sont peu à risque, où on peut baisser la garde. C'est la même chose que sur le terrorisme. Sécuriser tout et partout, c'est une illusion. Et là, ça va être la même chose. Il va falloir essayer vraiment de se focaliser sur les événements qui ont un potentiel de risque élevé. Et je disais, enrôler le public à la démarche de prévention, ça c'est une évidence. Hein. Et voilà, la formation, ça j'en ai déjà parlé. Donc voilà, on commence à identifier un petit peu des processus, des façons dont on pourrait définir des méthodologies pour le traitement du risque, euh, qui pour moi sont des perspectives, sont des portes de sortie. Maintenant, comme je le disais, on va réouvrir, mais on va probablement réouvrir pour de mauvaises raisons. Liées à de l'économique, liées à du social, liées voilà. Et en ayant fait l'économie de ça, c'est-à-dire qu'on se dit le protocole suffit. Et non, je pense que le protocole ne suffira pas. Et alors, je salue des initiatives comme la vôtre, hein, qui consistent à faire remonter des compétences et des visions qui viennent du terrain pour arriver à faire se rapprocher finalement ce qui est le protocole et la logique selon laquelle il a été conçu et l'implémentation sur le terrain avec des chefs de projet et des gens qui vont rédiger, comme ils rédigent des documents uniques, des plans de prévention sanitaire. Là, tu fais référence à tout le travail que l'on fait sur notre canal de collecte d'informations, d'activités de chacun, chaque niveau Et professionnel, chaque prestataire. j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs réseaux qui s'étaient activés comme ça, au départ d'échanges, enfin voilà, on prend des nouvelles, et puis ensuite on arrive collectivement à discuter sur cette situation qui est totalement inédite et lui donner du sens, et d'arriver à trouver, hein, à imaginer, il va falloir faire ça, il va falloir imaginer des conditions pratiques d'implémentation des mesures. Je reviens là-dessus, mais qui ne dénature pas l'activité, ce qui fait le sel de nos activités et tout l'intérêt, quoi. Si c'est avoir des salles à moitié pleines et des gens à 2 mètres de distance les uns des autres, euh, bon, ben, autant rester à la maison. Puis on a bien vu que les concerts à la télé, c'était sympa 5 minutes, mais ça ne remplace pas, quoi. Justement, tu parlais de ces réouvertures de salles. Je crois que dans le cadre de tes activités, tu as collaboré avec différents organismes, précisément sur cette logique d'ouverture de salles, telle que le PRODIS. Je crois que tu travailles aussi, sauf erreur, avec le Yes Group, qui est une coordination d'un grand nombre de festivals européens. Euh, Plus spécifiquement, l'idée, c'était de travailler sur la stratégie donc d'une construction de méthode, de travailler sur la stratégie de la gestion et le comportement des flux du public, le contexte dégradé lié aux contraintes des mesures sanitaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment tu vois le principe de reprise, la progressivité de cette reprise? Bon, la première le premier des enseignements, je pense, euh, en fait, si on rembobine un petit peu l'histoire, évidemment, tout le monde a été très surpris
Là, en Suisse, on est un des premiers pays où des mesures d'interdiction d'événements ont été prises. C'était le 26 février, sauf erreur, où les événements de plus de 1000 personnes ont été interdits. Et puis après, progressivement, on est arrivé à un confinement total. Évidemment qu'on a été très surpris, euh, très contrariés aussi d'être les premières victimes, quelque part, en termes d'activité de ce virus. Et après, on s'est retrouvé comme dans une fiction, quoi. Dans un espèce de film catastrophe dont on était les acteurs. Et avec une dimension qui était extrêmement déstabilisante de vivre de l'inédit sans savoir combien de temps ça allait durer. Et puis en fait, je parle de premier enseignement, c'est que cette mise en confinement, elle a été très difficile, mais finalement, elle a été moins difficile que ne l'est le déconfinement. Et là, je pense qu'on est sur une logique de crise qui est très particulière. C'est-à-dire qu'on est sur une crise qui ne s'arrête pas, une crise qui continue et qu'on n'arrive pas à faire finir. En particulier appliquée aux salles de spectacle et à l'événementiel, parce qu'on est embuté par rapport à ces protocoles et à la façon de mettre en place ces mesures, on n'en voit pas la fin, comme on dit. Malgré tout, dans tous ces réseaux que tu as cités, les discussions portaient justement sur comment restaurer une vision de nos activités dans ce contexte-là et pour quel agenda. Aujourd'hui, l'agenda, on voit bien que pour tout l'été, on va être bon, évidemment, les grands rassemblements sont interdits partout, même s'il y a des tolérances dans certains pays, on reste sur des jauges extrêmement restreintes, et puis avec des mesures qui, pour moi, on est dans une logique de preuve de concept, là. Et c'est d'ailleurs une des propositions que j'avais adressées au Prodis, c'était de mettre en place pendant l'été, là où il va y avoir quand même des expérimentations à gauche et à droite, des retours, des preuves de concept. Est-ce que les mesures qu'on nous a demandé de mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire comme retour d'expérience là-dessus, sur les difficultés d'implémentation, sur l'efficacité peut-être, sur les modalités et les coûts engendrés par la mise en place de ces mesures. Parce que on voit bien que c'est du mode dégradé et qu'on n'arrivera pas à se stabiliser avec ça. Donc, il y a un horizon qui est de se dire à la rentrée, voilà, il y aura eu les vacances, on aura eu des brassages de population qui feront que, en gros, si deuxième vague il y a, elle aura déjà eu lieu. Et qu'à la rentrée, on pourra redémarrer un peu comme avant. Et puis là, c'est aussi la difficulté de ce genre de crise qui ne finissent pas, c'est que la crise, on a l'habitude d'avoir un blast à l'origine, d'avoir le traitement des premières conséquences, et puis d'après d'avoir une restauration, des mesures de prévention pour finalement, comme dans un cercle, revenir à l'origine. Moi, j'ai l'impression que ça ne sera ni un retour à l'origine, ni le changement de monde, le fameux monde d'après qu'on nous décrit. Ça sera forcément un entre-deux. Et cet entre-deux, il nous appartient en fait, c'est à nous de le construire. Tout ce que j'ai dit avant, c'est pour moi la construction du monde d'après. Mais il faut qu'il soit cumulatif. Il faut qu'on apprenne des choses de ça. Il faut que ce qu'on va rationaliser dans nos processus, dans la façon dont on gère les risques Covid comme les autres, on apprenne et qu'on s'améliore. Donc, ça ne sera pas un retour à l'origine. Il y aura peut-être des mesures qui vont rester. On peut imaginer que la prochaine saison des festivals, il y ait des mesures spécifiques Covid qui soient toujours en place, si on n'a pas de remède d'ici là. Mais je me fais quand même la réflexion, on a beaucoup parlé de la comparaison avec le terrorisme. Aujourd'hui, en 2020, par rapport à, on a travaillé ensemble avec Laurent sur des festivals en 2016, donc la saison suivant le Bataclan. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des mesures qu'on a mis en place en 2016? Qu'est-ce qui reste de toutes ces mesures, de tout ce catalogue qui semblait, mais non seulement nécessaire, mais condition préalable pour réouvrir, entre guillemets? Qu'est-ce qui reste de ça? Il reste de ça des mesures qui, précisément, arrivent à faire des compromis
entre du coût, de la contrainte et de ce que j'ai appelé de l'expérientiel, quoi. Il reste, donc c'est ça les bonnes mesures en fait. C'est celles qui nous font progresser. C'est celles qui en fait nous ont permis d'améliorer notre système globalement. Mais celles qui sont trop spécifiques, voilà, on sait qu'elles ne dureront pas en fait. Donc, et elles sont prises pour de mauvaises raisons parce qu'il s'agit soit de rassurer l'autorité publique qui, lui, ne se pose pas du tout les questions que nous, on se pose d'implémentation, soit ce qu'on dit aussi, rassurer nos spectateurs. Mais moi, je ne veux pas les rassurer, mes spectateurs, en fait. Moi, je veux leur donner les bonnes conditions d'appréhender ce risque et d'être des acteurs de la prévention à leur niveau. Je ne veux pas des spectateurs inconscients ou qui se disent que la responsabilité de tout repose sur l'organisateur. Et s'il m'arrive le moindre pépin en allant au spectacle, voilà, c'est haro sur le baudet et c'est l'organisateur qui est fautif. Chacun doit, de nouveau, ce partage de responsabilité, il est fondamental. Et je pense qu'il est respectueux, en fait. Il est respectueux par rapport au public et il est respectueux aussi par rapport à la posture modeste qu'on doit avoir par rapport au risque. Dans le contexte dégradé, justement, dans lequel nous sommes, j'ai l'impression qu'on est vraiment très focus sur la problématique, et c'est tout à fait normal, hein, c'est le sujet du moment, on est très focus sur les mesures sanitaires à mettre en place, mais quid de Vigipirate, en fait, d'un seul coup, à un moment donné, quand pour l'instant tout est calme, tout va bien, mais si d'un seul coup tout devait se réveiller et redevenir un peu plus compliqué, on fait quoi en fait? Ça va être très très compliqué ça, de mettre en place d'un côté cette distanciation et d'un autre côté Vigipirate. Et on a eu des cas d'école dans nos collaborations où à un moment donné, on sait très bien que par exemple dans les entrées de festivals, c'est toujours très, très collapsé, très collé. Et bah là, c'est d'un côté, on nous dit Vigipirate, donc attention à ça, mais d'un autre côté, distanciation, ça marche pas en fait. Ça, c'est compliqué. C'est pour ça que je parlais Est-ce que ça va s'opposer? Est-ce que l'un, pardon, juste pour terminer cette question, est-ce que l'un va s'opposer à l'autre ou comment faire en sorte que les deux soient à la fois complémentaires et soient efficients en fait? Mais évidemment que le risque, c'est que l'un s'oppose à l'autre. En gros, la réponse au terrorisme, je ne rentre pas dans le détail de tout ça, mais la réponse au risque terroriste, ça a été d'augmenter le niveau de contrôle. Donc, en augmentant le niveau de contrôle, les gens prennent plus de temps avant d'entrer dans le site du festival ou dans la salle de spectacle. Et bah, cette augmentation des contrôles et du temps nécessaire pour les faire génère nécessairement, mécaniquement, mathématiquement des files d'attente. Alors déjà, indépendamment du virus, moi, je n'étais pas ultra convaincu par ça, tu le sais très bien, parce que clairement, on crée des cibles en amont des points de contrôle. Mais là, ça se renforce. C'est-à-dire que comment éviter des contaminations et des rapprochements qui sont risqués de ce point de vue-là si on maintient des niveaux de contrôle qui font qu'on a en gros trop de gens dans un petit périmètre, quoi. Alors ça supposerait, voilà, on dit organiser des files d'attente, de la distance, etc. Ça supposerait d'avoir un espace à disposition qui le permette. Bon nombre de salles donnent directement sur la rue, sur des trottoirs, etc. Donc voilà, c'est opérationnellement de nouveau, hein, c'est compliqué. Donc moi je plaide vraiment pour qu'on inverse la réflexion, c'est-à-dire de ne pas partir du risque le plus spectaculaire pour définir des stratégies. Il faut intégrer le risque spectaculaire dans toute sa mesure, mais à une démarche qui préexiste et qu'on doit savoir faire. C'est les bases. Alors, les bases, elles ne sont pas forcément maîtrisées par tout le monde, mais les bases qui consistent à, comme on l'a évoqué tout à l'heure, définir les caractéristiques du public, voir quels sont ses besoins, voir quels sont les risques liés au type de public qu'on va accueillir, analyser la configuration des lieux, le site, où est-ce qu'on va mettre telle et telle étape du processus en termes de contrôle, en termes de retenue, en termes de contrôle des billets, en termes de distribution d'informations. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont des standards qu'on doit savoir faire. Et si on sait le faire bien, eh bien, on peut implémenter dans ces méthodes tout à coup du Covid, du terrorisme, du ci, du ça. Mais on n'est pas dans l'état d'exception qui balaye tout ce qu'on savait jusqu'à maintenant et qui dit maintenant, voilà, il faut de la police armée et des portiques.
Et puis là, il faut de la prise de température et puis du masque. Non, ça, c'est greffer un élément complètement extérieur sur une logique qui, théoriquement, fonctionne bien. Et ça doit peut-être nous questionner. Si on est aussi poreux, si on est aussi vulnérable par rapport à des mesures qui arrivent sur un risque spécifique, c'est peut-être que notre base, notre fond de jeu n'est pas si solide que ça. Qu'on n'est pas capable de démontrer que des compétences en termes de gestion de foule, de gestion des files d'attente, des flux, d'arbitrage entre des niveaux de contrôle et des congestions, cette compétence-là, on ne l'a pas assez mis en avant, on ne l'a pas assez valorisée et elle n'est en fait pas reconnue comme un savoir-faire, comme une bonne pratique, qui peut servir d'appui pour après implémenter des mesures spécifiques sur du terrorisme ou sur du virus. Voilà. Moi, je dis que en fait, il faut inverser ça. Faut pas faire il faut pas. On peut faire des formations pour des référents Covid, mais si on fait que ça, de nouveau, on va former des gens qui vont être des empêcheurs tournés en rond à court terme et vont être inutiles à moyen terme. Donc, il faut former des gens au Covid et il faut les former aussi à la gestion des risques en général. Et que ces référents Covid soient capables de faire la traduction et de trouver le fine-tuning dont je parlais tout à l'heure. Tout à fait. Écoute, le temps passe. J'avais une dernière petite question avant de peut-être libérer la parole à chacun. Dans cet entre-deux-mondes dont tu faisais référence, et sur le plan psychologique, peut-on vivre dans la durée une pression sanitaire comme celle du Covid-19 sans relâchement ou effet secondaire? C'est une question plutôt très psychologique, mais comme je sais que tu as aussi cette approche, comment tu le vois à la fois à l'échelle professionnelle, des gens comme nous, et à la fois du public, en fait? Alors ça c'est le propre des crises. La crise, on peut. C'est pour ça que je parlais de crise qui finit pas et que c'est très problématique. La crise, elle génère un foyer d'attention, une intensité, un stress, des peurs qui sont contre nature, qui sont contre la sécurité. Sécurité entendue de façon philosophique, comme tranquillité d'esprit. Donc on est chahuté par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que de cette irruption de la crise, qui est toujours en fait un questionnement sur fondamental, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est tellement inédit, on s'y attendait tellement pas qu'on a besoin de reconstruire le sens. C'est pour ça que très vite, il faut en reconstruire le sens et puis arriver à trouver des modes de traduction, de saisie du risque. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un risque qu'on ne savait pas saisir. Médicalement, on ne sait pas le saisir, politiquement, on ne sait pas le saisir, opérationnellement, on ne sait pas le saisir. Aucun de nous a l'expérience d'un spectacle avec 2 mètres de distance dans les files d'attente, des gens qui portent le masque et puis des barman qui doivent laver les verres toutes les. Voilà. Donc, on n'a pas d'expérience de ça, mais par contre, cette intensité de la crise et cette exigence qu'elle demande, je ne sais pas comment vous avez vécu les premières semaines de confinement, mais c'était en termes d'activité professionnelle quand même extrêmement stressant, quoi. Parce qu'on était dans une incertitude totale. Et donc, cette intensité-là, on ne peut pas la tenir sur la durée. Moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas la tenir sur la durée. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des excès de vitesse. C'est ce qui fait qu'il y a des mesures, tout à coup, on se dit, ça y est, c'est bon, on arrête, là, c'est ça la mesure, on arrête de s'inquiéter, il faut faire ça et ça sera bon. Donc, il y a à la fois cet effet excès de vitesse ou cette illusion que, en fait, on peut rester au même niveau de vigilance tout le temps et partout. C'est ce qui nous a pris en défaut, en fait, sur le terrorisme. On n'a pas su dépasser ça. Donc là, on peut formuler l'espoir qu'on arrive à trouver l'équilibre de la balance, quoi. Mais ça dépendra vraiment, je pense. On se retrouve on voit bien un monde qui va être balisé réglementairement. Il y a des documents qui arrivent à gauche, à droite, etc. Ils vont baliser, ils vont donner des repères, mais ils ne vont pas donner de mode d'emploi. Le mode d'emploi, moi je suis convaincu que c'est des professionnels comme vous qui vont devoir le réaliser, en fait, cette synthèse-là. Un peu le travail auquel on s'attache, en fait, tous, et à la fois dans les différents canaux de l'association, justement, à baliser ce chemin de l'entre-deux-mondes.
Alors peut-être pour finir, puisqu'on parlait de mode d'emploi, de façon de penser en dehors de la boîte, je vais juste vous partager un dernier schéma qui est pas de moi, qui est de Coralie Berel, qui est directrice de l'Arena Forêt Nationale à Bruxelles, qui a pas mal réfléchi là-dedans. Alors, c'est en anglais, puis c'est écrit très petit et très flou, mais c'est pas ça l'essentiel. L'idée, c'est de voir, je parlais de saisir toute la complexité opérationnelle de cette histoire, c'est de voir qu'on a donc des publics cibles qui sont différents. Vous voyez, on a public, ben, c'est vraiment les spectateurs, on a les artistes, on a le venue staff, donc le personnel de la salle, on a le personnel de production. Donc, c'est des publics cibles et pour qui on va devoir déterminer des mesures à la fois communes et spécifiques. Et puis, ces publics cibles, ils évoluent dans un environnement spatial et qui va de la scène, du pit, du devant de scène, donc voilà, tout ce qui compose les gradins, etc. Et puis, quand on élargit, parce que la prise en considération, elle doit aller aussi jusque-là, c'est les abords, c'est l'entrée, c'est comment les gens viennent, s'ils viennent en transport public, quel est le parcours sur le last mile, etc. Et comment, à ces différents moments du processus, et dans la gestion spatiale, je dirais, de notre événement, on va arriver à implémenter des mesures en fonction de ces différents publics. Donc, ça ne donne pas le mode d'emploi, hein, mais ça amène à penser les enjeux. Et il y a des enjeux, je pense, vraiment spécifiques en fonction des types de publics et de la lecture de l'espace dans et autour des salles de spectacle et des lieux d'événement. D'accord. Merci pour ce partage de documents. Merci Pascal pour cette intervention. Si tu as encore quelques minutes à nous accorder, je vais laisser la parole à toutes les personnes présentes qui souhaitent te poser des questions. Voilà, qui souhaiterait prendre la parole, n'hésite pas. Un peu timide. Bon, écoute, oui, je vais lancer juste la discussion. Pascal, on ne se connaît pas, j'avais entendu parler de toi via Laurent, évidemment. Peux-tu juste nous parler de l'issue, en fait, donc ton organisme par rapport aux formations que tu proposes? Et puis, j'imagine les réflexions que tu dois avoir par rapport à toute cette question, parce que tu as mis en évidence le fait qu'il fallait avoir cette espèce de base et de tronc commun de mise en sécurité du public pour mieux réfléchir aux mesures à mettre en place efficacement sur le Covid. Quelles sont chez toi, en fait, les bases que tu peux fournir ou sur lesquelles tu peux former sur ces enjeux-là? Est-ce que c'est propre à la Suisse? Est-ce que c'est propre à l'organisation de festivals en Europe ou dans le monde? Voilà, j'aurais bien aimé avoir un petit peu ce background que tu as. Alors, la première chose, c'est que moi, je suis convaincu depuis longtemps qu'il y a un besoin en termes de formation à la sécurité événementielle et gestion de foule en général. Et ce besoin, il est lié à des compétences généralistes. Pour moi, c'est quasiment de l'event management, quoi. Aujourd'hui, les questions de sécurité, on ne peut plus les déléguer seulement à des prestataires, mais même à des spécialistes. Il faut que les acteurs de l'événementiel, du spectacle, prennent la mesure des enjeux sur ces questions de sécurité. Et ce que j'ai décrit sur le Covid, on pourrait l'appliquer sur n'importe quel risque pour moi. Et des risques les plus standards aux plus exceptionnels. Un public devant une scène, ça doit être analysé, ça doit être prévu. Pour faire un peu l'histoire, on est en fait 2 jours après l'anniversaire de l'accident de Roskilde, du festival Roskilde en 2000, ce fameux concert de Pearl Jam avec une bousculade devant la scène et puis 9 victimes et de nombreuses personnes blessées. Ça a été le point de départ d'une prise de conscience importante dans la communauté des festivals en particulier, mais de tout l'événementiel, que de la foule devant une scène, ça pouvait être dangereux au point de tuer des gens.
Et de là est né ce réseau dont parlait Laurent, là, du Europe Event Safety Group. Europe, c'est l'association des festivals. Donc pour dire, ben voilà, il faut qu'on partage de l'expérience, il faut qu'on partage nos savoir-faire. Il n'y a pas de concurrence à avoir dans ce milieu-là sur les questions de sécurité. Il faut qu'on apprenne ensemble, quoi. Et moi, je fais partie de ce réseau depuis 2006. J'en suis maintenant un des deux coordinateurs avec Henrik Nielsen, précisément de Roskilde. Et depuis une quinzaine d'années, on a développé des savoir-faire, on a développé à travers l'échange d'expériences, hein, et l'apport d'experts dans nos séminaires, etc. Et je pense qu'on a développé une méthode, une façon de voir les enjeux de sécurité qui est assez en phase avec les enjeux et qui sort de la logique policière en fait de la sécurité des événements, parce que quand même et on le voit beaucoup en France, la vision de la sécurité, c'est il faut des agents, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils seront là au cas où. Bon, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais ça donne des gens, je regarde Tika en disant ça, mais voilà, des agents de sécurité qui sont assis sur leur siège en regardant leur téléphone toute la journée et où le responsable de prod finit par dire « mais non, ils font mal leur boulot ». Certes, ils font mal leur boulot, mais est-ce qu'on leur a expliqué quel était leur boulot? Est-ce qu'on a valorisé leur mission? Est-ce qu'on leur a dit bah, tu es là pour telle raison, tu fais partie d'une organisation qui est logique, cohérente, gère un dispositif, est là pour l'accueil du public, est là en cas d'urgence pour faire ci et ça, et ta tâche dans la procédure générale, à toi, et c'est sous ta responsabilité, ça va être d'enclencher telle et telle action. Est-ce qu'on lui a dit ça? Est-ce qu'on a valorisé voilà, son travail de façon à ce que lui mette du sens et qu'il ait envie de faire autre chose que de regarder son téléphone? Eh bien souvent, non. Et c'est précisément, je parle d'un exemple le plus trivial, hein, mais pour dire ça ouvre une porte en fait. Ça ouvre une porte vers une façon peut-être un peu différente et plus complexe de penser les dispositifs de sécurité, mais qui nous amène de proche en proche à réfléchir sur de l'occupation des espaces, le positionnement des services, des scènes, sur de la gestion des lieux de densité. Les gens, dans des contextes de foule, ne meurent pas pour des raisons de comportement volontaire ou d'agressivité. Ils meurent parce qu'il y a des conditions physiques qui font qu'ils sont dans une surdensité qui fait qu'ils n'ont plus l'espace pour survivre. Et tous les accidents de foule depuis une vingtaine d'années nous montrent ça, quoi. Donc c'est précisément sur ces choses-là, je pense qu'il faut arriver à développer une culture commune. Et ce n'est pas seulement des responsables sécurité qui doivent acquérir cette culture, c'est pour moi, je dirais plus largement n'importe quel chef de projet dans le spectacle événementiel, pour être en mesure après de définir des dispositifs, des concepts et de donner des missions à des agents. Une société de sécurité, c'est un fournisseur d'agents, mais c'est de la matière brute. Il faut derrière avoir un concept pour qu'on donne voilà, les bonnes actions à faire. Donc oui, moi je plaide pour qu'il y ait de la formation là-dessus. J'ai souhaité, moi, longtemps pouvoir monter des filières qui soient reconnues au niveau académique, qui donnent aussi droit à des diplômes, parce que je parlais tout à l'heure d'une espèce de conflit de légitimité. Aujourd'hui, on est subordonné à des approches qui viennent des préfectures, qui viennent des services de police et qui ne reconnaissent pas les savoirs de sécurité événementielle qui sont ceux voilà, de nous qui sommes les acteurs de ça. Donc, ce n'est pas le même métier. C'est pas le même métier de faire de la sûreté publique et de faire de la gestion de foule. C'est pas l'un contre l'autre et c'est pas l'un mieux que l'autre. Mais par contre, nous, on doit apprendre à faire notre métier. On doit apprendre à faire de la sécurité événementielle et de la gestion de foule pour être en capacité de trouver des bons arbitrages et des bons équilibres avec nos interlocuteurs. Bon, je ne veux pas faire de publicité particulière, voilà, je ne suis pas là pour ça. Mais puisque la question est posée à Issue, on organise en particulier un certificat en sécurité événementielle et gestion de foule, en partenariat avec le professeur Chris Kemp au Royaume-Uni, qui travaille avec l'université Napier d'Édimbourg, ce qui fait que c'est un programme de formation continue avec une certification de cette université. Le point est important. Pourquoi je suis allé m'associer avec eux?
Premièrement, parce que c'est là-bas qu'il y a de la connaissance. Chris Kemp a été un des premiers à former des filières universitaires en Event Safety Management, par exemple, des bachelors, des masters. Et juste une anecdote, à l'époque où je commençais à travailler avec lui, je suis allé suivre certaines des formations là-bas, et je discute avec un des profs et je lui dis que voilà, nous en Suisse, en France, on n'a pas ça. On n'a pas de bachelor en Event Safety Management. Voilà. Et puis il s'arrête de parler, il me regarde et il me dit, mais alors, comment vous faites pour choisir des responsables de sécurité pour des projets, pour des JO, pour des grosses infrastructures? Comment vous faites pour choisir ces gens-là? Et c'est aussi simple et aussi bête que ça, mais il faut former des gens pour avoir des gens compétents. Mais je l'ai fait aussi parce que ces institutions n'existent pas en France, en Suisse, en tout cas dans le monde francophone. On n'a pas d'université qui héberge une chaire en gestion des risques pour l'événementiel ou gestion de foule. Donc c'est aussi un enjeu en termes de construction de la connaissance. Et c'est toujours un va-et-vient. Hein. Moi, je suis un peu dans les deux et entre les deux, mais je pense que ces préoccupations qui sont les nôtres, hein, et qui viennent du terrain sont des objets de connaissance pour des chercheurs, pour des académiciens, et qui, à un moment donné, je l'espère, vont se traduire par des formations certifiantes, quoi. Mais dans le cadre de ce certificat que j'organise, il y a à la fois des experts de la pratique, des gens qui ont une longue expérience des projets événementiels, et il y a des gens qui viennent de l'académique, des profs d'université, qui viennent parler de leur vision, et ça ouvre aussi un peu les œillères, ça permet de sortir le nez du guidon, quoi. Voilà. Okay, merci Pascal. Une autre question peut-être avant de... Oui, Laurent, je veux bien. Alors, bonjour Pascal, merci de ton intervention qui est évidemment très intéressante. J'avais listé quelques questions, mais globalement, tu as toutes. Il y a juste la dernière je voudrais partager juste cette réflexion rapide avec toi et avec tout le monde. Et quand on est en fait dans cet aspect, on va dire sécuritaire par rapport au Covid-19, il y a un aspect effet de protection avec des mesures, comme on l'a abordé tout à l'heure. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que lorsque ces mesures sont appliquées et que globalement on n'a pas d'incident qui arrive, est-ce qu'on ne risque pas de basculer sur ce que j'appelle moi des effets secondaires, c'est-à-dire un ras-le-bol comme un constat de non-utilité de ces mesures? Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, il faut faire adhérer le plus possible autant les professionnels du spectacle que le public, et c'est, je pense, par le prisme de l'intelligence qu'on peut le faire et pas de lois respectées aveuglément. Mais en fait, si par exemple il n'y a pas de deuxième vague, si en fait il ne se passe pas d'incident notable dans les événements, ces mesures, elles vont vite disparaître, ou alors les gens ne vont plus du tout adhérer, vont dire, écoutez, ça fait 3 mois que vous nous bassinez avec ça, il ne se passe rien, on est toujours obligé de mettre des masques, de se laver les mains 15 fois toutes les heures. Est-ce qu'on ne va pas arriver sur rapidement quelque chose qui va avoir l'effet inverse de la protection, en fait? Oui, je souscris totalement à ça. C'est pour ça que je parlais de mesures alibi, mais il ne faut pas le prendre trop négativement. Les mesures alibi, elles sont importantes parce qu'elles, quelque part, elles nous rassurent aussi. Elles nous rassurent dans notre capacité. On retrouve une capacité d'agir sur le risque. Ça ne veut pas dire qu'on est efficace, mais on restaure une capacité d'agir. Mais très clairement, je suis d'accord sur ce que tu dis. D'un côté, il ne faut pas en rester là parce que c'est une illusion de sécurité. En fait, c'est des mesures qui sont, on voit bien, c'est des mesures brutes et dont la compatibilité avec le milieu dont on parle n'est pas garantie.
Donc, c'est des fausses protections. Et on n'est jamais autant vulnérable que quand on pense que ce qui nous protège, en fait, ne nous protège pas. Mais par rapport à ce que tu dis sur en fait, le truc qui dure et il n'y a pas de deuxième vague. Donc, je parlais de cette crise qui ne s'arrête jamais et on a évoqué aussi la question du terrorisme. C'est un peu ça le rapport au risque, en fait. C'est qu'on a besoin d'avoir, dans la perception, une forme de proximité pour être vigilant. Et si on n'est plus en contact direct avec le risque, ça reste une virtualité. Le virus en Chine, s'il reste en Chine, il ne me concerne pas. Les attentats dans je ne sais pas quel pays exotique, c'est la même chose. Donc le fait qu'il n'y ait pas de réactivation de mon concernement par rapport au risque fait que naturellement la vigilance elle baisse. Mais quelque part, c'est un réflexe naturel et c'est ce qui nous permet de continuer à vivre, quoi. Oui. Si on était tout le temps survigilant sur tous les... Enfin, ça serait invivable, proprement. Par contre, la difficulté, ça va être d'arriver à faire redescendre les systèmes. Et on l'a très bien vu pour les attentats. La difficulté qu'on a eue de descendre de l'état d'urgence ou de descendre les dispositifs. Non, c'était inentendable, inaudible. Il fallait rester sur la vigilance maximale, vigipirate au plus haut niveau. Et si tu oses remettre en question de ça, tu passes pour un faible, tu passes pour un inconscient. Et ça, pour moi, ce n'est pas raisonnable non plus en termes de gouvernance. On devrait avoir une capacité, mais là, ça ne dépend pas que de nous, hein, mais une capacité justement de meilleure connaissance du risque, et je parlais d'analyse de risque, de processus, etc., qui nous permettent de graduer et de dire on est peut-être, parmi les critères, il y a la région aussi. Globalement, je suis assez convaincu que même s'il y a une deuxième vague, ça sera très difficile de refaire un confinement national. Donc, il y aura probablement un confinement régional. Et c'est déjà une façon de graduer. Oui. Et je disais, par rapport aux caractéristiques de nos projets, c'est ça qui doit être la boussole pour définir finalement le niveau du risque tel qu'on l'analyse et du coup les mesures adéquates. Sinon, effectivement, on va s'épuiser en termes de ressources, de moyens et on va aboutir à des dispositifs en fait, que plus personne ne comprend parce qu'il y a une déconnexion totale entre l'exigence et le risque perçu. Merci de ta réponse. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Moi j'ai une petite question. Alors effectivement, formation, je trouve que c'est très bien pour poser en fait des bases. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas une inquiétude d'avoir un report de responsabilité en fait? Alors je m'explique, moi je fais du festival et de l'événement grand public, dont des choses à l'étranger, où il y a aucune notion il y a certains pays, il n'y a aucune notion de sécurité, il y a des stades, les stadiers ne sont pas formés, ils prennent n'importe qui, voilà. Donc tout d'un coup, quelqu'un qui arrive, qui dit moi je sais, il faut faire comme ça, ok, j'ai une formation, mais du coup, tout d'un coup, dans certains pays, on vous reporte la responsabilité directement, quoi. En gros, c'est le Français, il a décidé qu'il fallait faire comme ça. On va faire comme ça, mais s'il y a quoi que ce soit, en gros, c'est lui qui trinque. Alors, il y a certains pays, ça peut bien se passer, il y a d'autres, on a vite fait de se retrouver entre des barreaux, quoi. Ouais. Alors, la question de la responsabilité, elle est intéressante. Effectivement, former des spécialistes, ça amène à, après, définir des responsabilités. Et ça passe par des postes. Hein. On a souvent discuté de ça avec Laurent, mais moi, mon poste pour le Paléo Festival, je suis coordinateur du département accueil et sécurité. Donc, je coordonne l'ensemble des services sécurité, infirmerie, premier secours, camping, circulation, mobilité, etc. Donc, c'est un poste et c'est un poste de permanent, donc je travaille toute l'année pour ce festival. C'est un poste qui a souvent pas d'équivalent dans les organisations de manifestations du même type. Ça commence à venir, hein, parce que les enjeux de sécurité, comme les enjeux de mobilité, on commence à prendre conscience que en fait, ça peut générer des vrais problèmes et c'est important dans l'expérience des spectateurs. Donc, en gros, il n'y a pas que l'aspect prod et artistique qui compte.
Mais du coup, de créer des postes avec des responsabilités, ça veut dire que oui, si ça se passe mal, on va se retourner vers cette personne-là. Ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que ce processus de se retourner contre celui qui est censé s'occuper de la sécurité, il existe de toute façon. Et finalement, je préfère assumer cette responsabilité en étant formé qu'en l'étant pas. Et en étant conscient aussi de mes responsabilités et de celles qui ne sont pas les miennes. Parce qu'en étant aussi correctement formé, on est capable d'adresser des questions ou des problèmes aux autres, à nos petits collègues. Je prendrai un exemple, c'est celui de l'artistique. Le responsable de prod, celui qui signe les contrats, le programmateur voilà, pour des artistes, il y a un certain nombre de choses qui doivent être discutées avec lui. Par exemple, les conditions d'arrêt d'un concert. Par exemple, les mouvements de foule qui sont générés par l'artiste lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on va être des censeurs ou qu'on va interdire des choses. Mais aujourd'hui, moi, je suis assez préoccupé en fait par des formats de concerts qu'on voit en festival aujourd'hui, notamment Nouvelle Génération hip-hop français, voilà, qui reprennent les codes de la musique métal en fait, et qui font faire des wall of death, des gens qui se rentrent dedans, des circle pits, voilà, à des publics qui sont très vulnérables. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire qu'ils sont inconscients et qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut être voilà, aussi dans une logique de sensibilisation par rapport au risque et de cogestion. Et ça, c'est partager aussi la responsabilité. D'être capable, pour un responsable de prod, un programmateur, de dire à l'artiste, en fait, tu ne fais pas ce que tu veux parce que ton public, c'est le nôtre aussi. Et qu'à la fin, on est responsable de ce qui se passe dans le périmètre de ce festival, si c'est un festival, et c'est vers nous qu'on va demander des comptes s'il y a un accident. Potentiellement vers toi aussi, mais en premier lieu vers nous, parce qu'on est, en tant qu'organisateur, responsable de la sécurité de notre public. Donc, voilà, la responsabilité, elle est de toute façon là. Il faut, à mon avis, c'est ce pourquoi je plaide, hein, mais avoir des gens qui assument ces responsabilités de façon éclairée, qui ont compris et qui ont un niveau suffisant par rapport à, on va dire, au domaine technique, au domaine spécifique, mais qui savent comment transférer ça sur des vocabulaires, des façons de faire, d'autres compartiments de l'organisation. Moi, je passe énormément de temps à discuter avec mes collègues de la prod, responsables techniques, programmateurs, etc. C'est l'essentiel de mon travail, en fait. Mais ça, c'est sûr, parce que de toute façon, ça fait des années qu'il y a des accidents sur les concerts et on sait très bien. Et puis, on les connaît, les artistes à force, on sait exactement quel artiste va amener des problèmes et on essaie justement de prévenir avant. Mais bon, après, ça fait partie aussi de l'artiste qu'il y a des gens peut-être qui se battent devant ou qui dansent d'une certaine manière. Enfin, voilà. Mais en fait, ce qui me paraît un peu compliqué, même sur les événements grand public, alors là on parle de festival, hein, mais sur des événements grand public, on a quand même beaucoup de mal sur des événements qui sont complètement ouverts hein, au public, hein, où il n'y a pas de billetterie ou des choses comme ça. Déjà, on voit, la police a du mal à juguler en fait, les mouvements de foule. Alors je parle surtout à l'étranger, parce que c'est vrai qu'en Europe, c'est plutôt assez structuré, il y a le préfet, enfin voilà, il y a au niveau du déplacement du public dans une ville ou des choses comme ça, ça s'organise. Maintenant, on se retrouve dans certains pays où ça ne s'organise pas et on se retrouve en une heure avec 200 000 personnes, avec un mélange, enfin voilà, dans des espaces qui sont généralement quand même ouverts, parce que comme on ne sait pas le nombre de personnes qu'on va recevoir, bah, on essaye d'aller dans un endroit où on est sûr de jamais être au plein. Mais voilà, à un moment, on ne peut pas aussi prendre la responsabilité sur ce genre d'événement, quoi. Même si on a une formation, même si on a tout prévu, moi je vois sur des festivals que je monte, moi en gros j'essaye de protéger la scène, les artistes et tout ça. Après le reste, ça devient, c'est même plus notre travail entre guillemets. Parce que il y a des fois, il y a tellement de foule, il y a tellement de gens qu'on n'arrive pas à... C'est ingérable, quoi. Il faudrait avoir un hélicoptère pour aller au bout de la plage pour aller chercher les gens, quoi. Donc, où s'arrête, c'est ça, où s'arrête un peu notre limite. Alors surtout, bon, en Europe, ce que je disais, hein, c'est à peu près clair. Après, il y a des pays où on remplit les plages sur 2 km, même s'il n'y a plus de son, les gens ils sont quand même là, quoi. Voilà. Ben justement, c'est des problématiques. Alors là, on est vraiment dans des situations de gestion de foule
C'est des problématiques qu'on croyait spécifiques à des pays effectivement sans savoir-faire particulier. Ça, c'est un peu moins facile de le dire depuis 2010 et la Love Parade à Duisbourg avec 26 morts liés à une mauvaise gestion de foule et gestion des flux. Et je pense que même en Europe aujourd'hui, ces dimensions-là sont encore trop méconnues et pas assez prises en compte. Mais les événements sur la voie publique, c'est aussi des... en fait, c'est le prototype de discussion qui peut être complètement verrouillé entre l'autorité publique, la police, la préfecture et les organisateurs. Parce qu'il n'y a pas de limite claire, en fait. Quand on est, je sais pas, sur un festival ou une salle de spectacle, un stade ou je ne sais quoi, on est toujours en train de se dire, OK, là, on est chez qui? Est-ce que on est sur le territoire de l'organisateur ou est-ce qu'on est sur la voie publique et puis c'est pas mon problème? Sur des événements ouverts sans périmètre, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, moi j'ai participé à 2-3 projets comme ça. C'est intéressant parce qu'on oublie cette question de la frontière. On est obligé de travailler ensemble. On est obligé de se dire, ben, en fait, je ne peux pas dire que c'est ton problème ou que c'est le mien parce que, voilà, je vous prends un exemple. Le 31 décembre à Genève, il y a un feu d'artifice. On passe voilà, tout se joue en 1 heure. À 23h30, les gens commencent à arriver. À minuit moins le quart, on se retrouve avec à peu près 40 000 personnes rassemblées sur le pont du Mont Blanc, donc qui est en plein milieu de la rade. Et donc le feu d'artifice dure 15 minutes. Et en 15 minutes ensuite, entre minuit 15 et minuit 30, tout le monde s'en va. Alors, et ça a duré comme ça 20 ans, avant qu'il y ait quelqu'un qui se dise, mais attends, est-ce que ça ne pose pas 2-3 questions, ça? Alors, il a fallu le terrorisme, en fait, pour que les gens commencent à se poser des questions en se disant, mais autant de gens rassemblés dans l'espace public, voilà, est-ce qu'il ne faut pas prévoir un concept, quoi? Évidemment qu'il faut prévoir un concept, et ce concept, il doit être intégré, en fait. Parce que quel que soit le périmètre, il y a toujours un périmètre autour, il y a toujours un espace derrière, il y a toujours, on ne peut pas sanctuariser, quoi. Et de nouveau, moi je pense qu'il faut avoir une lecture des enjeux qui permette de poser ces questions-là et sortir finalement de ce rapport de force continuel avec les autorités où eux ils savent mieux, ils anticipent plus et ils vont expliquer comment faire et l'organisateur dit mais de toute façon ils exagèrent. Moi, mon boulot, quand je suis sur des mandats d'accompagnement de projet, c'est ça, c'est d'essayer de faire se rapprocher ces deux visions et d'arriver à ce que les Anglais appellent de l'interopérabilité, en fait. C'est arriver à travailler ensemble et à être complémentaires. Et justement, il y a le fameux Event Safety Manager en Angleterre qui est super efficace. Est-ce qu'il n'y aurait pas, j'imagine que tu dois militer là-dessus d'ailleurs, une harmonisation européenne déjà de effectivement ces process de sécurité et de ce fameux, ce Event Safety Manager qui est incontournable en Angleterre et globalement dans les pays anglo-saxons, qui est à mon avis la bonne solution et la bonne idée. Donc ça, c'était ma première question. Et j'en profite, je te donne une deuxième question. C'est sur justement la responsabilité légale et juridique par rapport au Covid. Il y a cette grande peur, effectivement. Qu'est-ce qui se passe si dans mon événement, il y a une contagion, mon événement devient un cluster? Qui est responsable? Il y a certaines agences comme Auditoire, pour ne pas la citer, qui font signer des décharges. Voilà, deux questions. Je répondrai rapidement à la première. Oui, évidemment, je plaide pour ça. Ce qui me plaît dans le profil de poste d'un Event Safety Manager ou Event Safety Officer, c'est que le premier mot, c'est event, en fait. Donc, ce n'est pas un spécialiste sécurité, c'est un spécialiste de l'implémentation de mesures de sécurité dans un contexte événementiel. Et ça correspond tout à fait à ce que j'ai décrit en termes de philosophie et de besoins, en fait. Après, sur la question de la responsabilité, je pense que c'est de nouveau une façon, je comprends que ce soit très sensible et que ce soit un motif de préoccupation des organisateurs, mais j'aurais envie de poser la question autrement, en fait. Et de la poser au travers de ce que j'expliquais tout à l'heure en termes de partage de responsabilité. Ce n'est pas une question de se couvrir, en fait. C'est de dire comment est-ce que je peux
enrôler le public de façon à ce que en fait, la question ne se pose plus. Accessoirement, quelqu'un qui tombe malade après avoir été dans une salle de spectacle, alors oui, il y a cette notion de cluster. Ça va être aussi difficile d'administrer la preuve juridiquement quand même. Que c'est bien là que la personne a été contaminée et qu'elle-même a pu en contaminer d'autres, etc. Finalement, est-ce qu'on va attaquer la RATP parce que les gens prennent le métro ? Non. Et comme je le disais, il y a des gens qui choisissent de prendre le métro, il y a des gens qui choisissent d'aller à pied ou de prendre leur voiture. Donc, il faut à un moment donné considérer qu'on est tous dans le même bateau, quoi. On est tous là-dedans ensemble et ce n'est pas les uns contre les autres. C'est l'individu doit contribuer à une démarche de prévention collective, mais en se positionnant lui par rapport à sa perception du risque. Et il va faire des choix, et parmi les choix, il y aura le choix de venir ou non au spectacle, hein, ça c'est une évidence. Mais moi, dans la logique d'inclusion du public dans la démarche, mais sur ce cas comme sur d'autres, hein, moi je suis partisan de la transparence. Sinon, c'est une illusion ou alors c'est une exagération. Et moi, je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où on dit on nous a caché des choses. Voilà. Soyons transparents. Oui, bien sûr, se rassembler à 10 000 dans une salle de spectacle, au niveau épidémiologique, transmission du virus, ça pose problème. Est-ce que ce problème, on est capable d'en définir les modes de gestion ensemble ? Et est-ce que ce protocole qu'on va définir nous semble acceptable ou pas ? Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Sinon, on va être juste dans du conflit sur le conflit sur le conflit et qui tétanise toute une activité, quoi. Oui, après, ça marche quand c'est des événements grand public où là, les personnes ont le choix. Quand c'est un événement corporate d'entreprise, c'est beaucoup plus problématique. Parce que là, justement, ce n'est pas un événement, entre guillemets, où tu as le choix d'aller. Tu es convié fortement par ton patron. Et donc, à l'inverse, le patron prend une responsabilité, justement, et d'où les décharges, d'où les problématiques de responsabilité juridique et légale, d'où la peur et d'où le fait que pour l'instant, tout est annulé jusqu'au 21. Tous les grands groupes ont annulé leur rassemblement à cause de cette crainte, en fait, essentiellement. Et pour l'instant, les réponses sont… C'est bien qu'ils aient cette crainte. J'aimerais qu'ils aient la même quand ils considèrent le travail au bureau, par exemple. Mais ça, c'est un autre débat, mais de considérer que le télétravail peut aussi être du travail et que le travail en présentiel au bureau doit être aménagé. Et ce n'est pas un standard d'avoir des gens qui sont tous les jours au bureau et occuper toutes les places de travail. Pourquoi se poser ces questions-là seulement sur des événements d'entreprise, des trucs un peu festifs ? Pour moi, ça doit faire partie d'une politique d'entreprise au sens large, quoi. Ok, ben, merci Pascal. En tout cas, merci pour cette 1h30 d'intervention. Merci à tous d'avoir participé à cette rencontre. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, peut-être si tu veux bien, Pascal, je te les ferai passer et si tu as 5 minutes pour y répondre, peut-être l'occasion aussi de continuer à échanger, avoir une continuité en tout cas à cette rencontre. Aucun problème. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin de semaine et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci encore. Merci Pascal, merci Laurent.